Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici ce soir pour le Paris Data Ladies. Je suis Manon et je fais partie de l'association Codeur, qui a l'honneur de vous accueillir ici ce soir. Codeur est une association qui vient d'être montée, qui a pour but de promouvoir la mixité dans le milieu de la technologie, sachant que dans l'école 42, nous ne sommes pas très nombreuses et on pense qu'il est temps que cela change. Donc nous sommes très très heureuses d'accueillir ce soir le Paris Data Ladies, en partenariat avec Quantmery et Aircom que Adèle va vous présenter. Paris Data Ladies a été créé par Quantmery. On est une société spécialisée en data science. Et ce soir, c'est la seconde édition du Meetup. Donc, on a voulu créer ce Meetup pour mettre en avant en fait, les femmes dans la data qui sont souvent très peu représentées. Et ce soir, on tient particulièrement à remercier Aircom qui nous a sponsorisés et l'école 42 qui nous accueille dans ses locaux. Donc, Julia va vous parler du parenting 2.0. Je vous laisse introduire le sujet. Bonsoir. Merci pour m'accueillir ce soir. On est déjà à la version 2.1 de ce projet. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Julia Bianchi. Je suis data scientist à Xebia depuis une année. Je vous parle ce soir d'un projet qui est un peu au croisement entre l'IoT et la data science et le machine learning. On va voir comment j'ai essayé un peu de calmer un bébé. Je n'ai pas, mais bon, avec du machine learning à Raspberry Pi. Donc, tout est né, commencé quand j'ai connu mon nouveau. Je me suis dit qu'il fallait tout de suite faire quelque chose. Mais en fait, c'est que mon frère, il me disait que la nuit, quand son fils se réveille, souvent c'était pour des raisons pas très graves, type il perdait son doudou et il pleurait, ça suffisait de lui donner le doudou à nouveau et tout allait bien et ça rendormait. Donc, ce que je me suis dit, c'est que si dans une situation normale, classique, quand le bébé se réveille pour une raison quelconque pas très grave, disons, parce qu'ils ont aussi raison de pleurer de temps en temps, c'est que c'est l'un des parents qui se réveille, qui se lève et qui va le calmer. Donc l'idée, c'est dans ces cas faciles, d'essayer de remplacer les parents par un Raspberry Pi qui écoute en continu pendant la nuit, enregistre le bébé, et s'il détecte le pleur, il lance une berceuse pour voir si le bébé se calme tout seul. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Raspberry Pi, c'est un mini-ordinateur qui coûte une trentaine de dollars. Moi, j'ai utilisé un 2.0, enfin, en version B. C'est tout petit, mais c'est un vrai ordinateur qui est livré sans rien, dans le sens que c'est après à l'utilisateur de mettre le système d'exploitation et de se connecter avec le clavier, le display, etc. L'idée du Raspberry Pi est née au début, dans les années 2010, pour apprendre, pour faciliter l'apprentissage de l'informatique et du langage de programmation. Et je trouve que c'est vraiment génial qu'ils ont bien réussi dans leur projet. Les objectifs de ce projet, c'est très concrètement de faire de la reconnaissance de signaux audio en temps réel. Plus globalement, largement, l'idée, c'est de montrer l'implémentation d'un projet de machine learning de A à Z, c'est-à-dire de la recherche des données jusqu'à le déploiement sur un Raspberry Pi. Donc ça, c'est le même, lui, qui est chez moi, branché. Alors, un projet de machine learning commence toujours par une question. On a une problématique à résoudre. Dans mon cas, la problématique est je veux reconnaître un pleur de bébé. À partir de cette problématique, je peux aller chercher des données qui soient pertinentes avec la question. Donc, dans mon cas, je suis allée chercher sur Internet et chez mes potes des enregistrements de pleurs de bébé
et pas que, du coup, aussi des sons d'environnement pour apprendre au Raspberry Pi à les distinguer. Donc, une fois qu'on a les données brutes, alors ce qui est très important, j'ai oublié de le dire, c'est que les données doivent être qualifiées. On doit connaître exactement c'est quoi leur étiquette, c'est-à-dire il faut bien que le pleur des bébés soit étiqueté comme pleur et que toute autre chose soit étiquetée avec leur catégorie. C'est une information très importante qui va être utilisée dans le modèle pour apprendre à distinguer les différentes classes. Donc, une fois qu'on a les données brutes, il y a une étape qui s'appelle de feature engineering qui, en fait, permet de dériver des attributs des données, de les caractériser et de les rendre propres et simplifier un peu aussi le problème. Donc, une fois les données nettoyées, on peut les injecter dans un modèle. Donc, il y en a plein, là, c'est juste une boîte noire, mais c'est pas magique. Et en fait, le modèle, ce qu'il va faire, c'est basé sur les données et sur les étiquettes. Il va apprendre à distinguer les différentes classes. Et une fois qu'on lui donne un nouveau son, ben, il va dire ces sons-là, il y a plutôt un pleur de bébé ou autre chose. Donc moi, j'ai utilisé 4 types de sons. Donc les pleurs, qui est ma variable objectif, c'est mon objectif. Après, des rires de bébé, c'est juste que c'est assez similaire, donc je trouve que c'est important de réussir à distinguer les deux. Du silence, parce que autour d'un bébé qui dort, il est quand même censé avoir du silence. Et du bruit. Donc, dans la classe bruit, il y a un peu plein de choses. C'est par exemple un chien qui aboie ou un chat qui miaule, ou un ronflement ou un orage, par exemple. Et oui, d'accord. Donc, 300 et quelques enregistrements pour le jeu de données d'entraînement. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est un son ? Ça, c'est une représentation de ce qui peut être le son le plus pur qu'on puisse imaginer. Par exemple, un La donné par un diapason. Mathématiquement, ça se représente avec une fonction périodique. Périodique, ça veut dire qu'elle se répète égale à soi-même au bout d'un peu de temps. Et ce qui est important, c'est que du coup, la vitesse avec laquelle un son se répète, une fonction se répète égale à soi-même, est la notion de fréquence. Alors ça, c'est un son pur. Si on passe à quelque chose d'un peu plus complexe, c'est en fait la somme de sons purs à différentes fréquences. Et quand, bon là, c'est complexe, mais en fait, c'est pas très, très complexe. Un pleur de bébé, c'est un peu plus complexe. Mais donc l'idée, c'est que on va pouvoir retrouver les fréquences des sons qui composent celui-ci. Ça, c'est un des enregistrements que j'ai utilisé du coup, pour l'entraînement de mon modèle. C'est des sons de 5 secondes, échantillonnés avec une qualité qui est celle des CD. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que d'un point de vue de l'ordinateur, tous les signaux, donc plus des 300 que j'ai, sont représentés par plus de 200 000 points, ce qui est beaucoup. Alors, revenons un peu à la fréquence. La fréquence donne aussi la notion de son aigu ou grave. Donc, je disais qu'on peut retrouver les fréquences que compose un son. Sur la gauche, on a le pleur de bébé dans le temps, normal, en haut. Et en bas, c'est sa représentation en fréquence. En fait, c'est un son plutôt aigu. Et on voit du coup qu'il y a des lignes, c'est les lignes horizontales un peu blanches, qui sont autour de 900 Hz. Et à droite, on voit un son qui est le ronflement. C'est un son normalement plus grave. Et on voit que ces fréquences sont beaucoup proches de zéro. Ce passage en fréquence, en fait, nous permet de faire l'étape de feature engineering. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est des features, ça, qui sont normalement utilisées dans le traitement de signaux audio. Donc,
on utilise cette notion de fréquence, pas que, pour simplifier le signal. Donc, grâce à ce passage, j'arrive à représenter tous mes sons, chacun par 18 variables et non plus par 220 000 points. C'est très important parce que, en fait, si on utilisait tous ces points, l'algorithme, on risquait un problème de overfitting, c'est-à-dire de super-apprentissage. Ça veut dire que le modèle, il va apprendre par cœur sur les données d'entraînement. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas parce qu'on veut que le modèle soit suffisamment... qu'il soit capable de généraliser le problème. Alors, voilà le modèle. Voilà le modèle, on ne voit pas beaucoup. Donc, j'ai utilisé en Support Vector Machine. C'est un modèle assez classique et que j'ai validé avec cross-validation. Et j'ai obtenu des bons performances. Le modèle est entraîné pour distinguer entre les 4 classes, qui sont le silence, le pleur de bébé, le rire et le bruit. Donc ça, c'est ce qui est l'apprentissage. Par contre, pour la prédiction, en fait, je ne me suis pas contentée juste d'enregistrer 5 secondes, faire la prédiction et continuer. J'enregistre 9 secondes. Je découpe le son en 5 morceaux avec chevauchement. Et seulement si au moins 3 sur 5 sont prédits comme pleurs de bébé, alors je déclenche l'action de jouer la berceuse. Vous l'avez compris, il y a un peu 2 univers, l'univers de l'apprentissage et l'univers de la prédiction. Cette différence est principalement due aux différences de puissance computationnelle de l'ordi que j'ai utilisé, pourrait être aussi bien un Windows, hein, mais bon, et le Raspberry Pi. Et donc, pour vous donner une idée, sur ma machine, pour entraîner le modèle, faire le feature engineering et entraîner le modèle, ça a pris 1 minute 30. Sur le Raspberry Pi, pour faire la prédiction sur un son, ça prend à peu près 30 secondes. Alors, tout a été codé en Python. Pour faire le lien du coup, entre le Mac et le Raspberry Pi, j'ai packagé le code, j'ai sérialisé le modèle et j'ai utilisé Docker pour le déployer sur le Raspberry Pi. Tout le code après est disponible sur mon GitHub. Alors Docker, vite fait, c'est un software qui permet en gros d'isoler une application avec toutes ses dépendances pour pouvoir la déployer. Donc, je disais, on est à la version 2.1, c'est parce qu'il y a eu la version 2.0, où en gros, j'ai pris mon code, je l'ai mis sur Raspberry Pi et j'ai commencé à télécharger tous les dependencies, toutes les librairies. Et c'était une belle galère, ça a pris hyper longtemps, il a planté 1000 fois. Et en fait, si on veut le mettre sur un autre Raspberry Pi, il faut repasser par la même galère. Grâce à Docker, en fait, la seule contrainte est d'avoir installé Docker sur le Raspberry Pi et n'importe qui il peut le lancer sur son propre Raspberry Pi. Donc, quelque chose que j'ai compris de Docker. Quand j'ai demandé la première fois à mes collègues qu'est-ce que c'est, ils m'ont dit est-ce que tu vois à peu près ce que c'est en virtual machine? Ouais, je vois à peu près ce que c'est. On crée comme un ordinateur virtuel sur lequel je peux me connecter avec son propre système d'exploitation. On m'a dit, Docker, en fait, le concept est à peu près le même dans le sens qu'on veut isoler quelque chose, mais en fait, il partage le système d'exploitation avec la machine, donc c'est beaucoup plus léger. Et voilà, il y a toute une série d'avantages de ce style. Donc, pour résumer, le bébé va se coucher, il est enregistré continuellement. On coupe, on enregistre 9 secondes, on coupe, on fait la prédiction. Et s'il pleure, on lance la berceuse. Donc, le but de ces projets, c'est d'aller un peu au-delà du POC quand on fait des projets de machine learning.
Ça m'est arrivé souvent de faire un petit projet, un petit truc, et juste avoir du coup mon modèle qui est là dans le notebook, sur ma machine, et faire la prédiction, et c'est bon, c'est terminé. Là, on veut un peu automatiser et rendre le projet reproductible. Et du coup, il faut un effort de plus pour packager le code et déployer ailleurs que là où il est créé. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de problèmes de compatibilité parce que le modèle a été entraîné sur un système 64 bits et pas tous les modèles, évidemment, sont compatibles avec le Raspberry Pi qui est à 32 bits. Bon, voilà. Donc, c'était aussi un choix contraint, ceux de Apple Vector Machine. Deuxième chose, c'est que c'est un projet à petite échelle qui rassemble beaucoup à ce que je vois en mission dans mon boulot. Évidemment, ça c'est beaucoup plus simple, mais le concept d'avoir des données distribuées, par exemple, sur un cluster, avec le Raspberry Pi, j'ai appris pas mal de choses, typiquement à me connecter à un SSH où les données sont. Voilà, c'est pour ça que je dis la Raspberry Pi ils ont bien réussi leur but d'apprendre des choses aux gens. Donc, voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et tu as dit que tu as réduit les entrées à 18, de 220, je crois. Non, donc, tous les signaux, j'en ai plus de 300. Chaque signal, au lieu d'avoir 220 000 points, il en a 18. Oui, donc tu as listé un peu ce que tu as choisi comme point d'entrée. Comment tu es arrivé à, comment tu appelles ça, ces 18-là, et pourquoi 18, pas 22 ou 25 ou 6? J'en ai essayé quelques-unes. J'ai eu aussi quelques soucis entre la machine et le Raspberry Pi. En fait, il faut que le traitement fait sur les données d'entraînement soit exactement le même que celui fait sur la donnée quand elle est enregistrée. Du coup, j'ai quelques autres features que je voulais calculer et que je n'ai pas pu utiliser parce que finalement, ce n'était pas compatible. Mais comme je disais, c'est ce que j'ai montré, ce que j'ai fait, c'est assez classique dans le domaine du traitement de signaux. Après, on pourrait s'imaginer d'autres choses. Voilà, je voulais quand même arriver jusqu'à la fin du projet, de ne pas rester trop de temps sur la partie de data science, on va dire, et pour arriver jusqu'à la fin. Mais je pourrais dériver à autre chose aussi. Bon, merci beaucoup pour la présentation, c'était très sympa. Bon, j'avais la même question que Okay. Monsieur là-bas, donc c'est très bien. Combien de temps de sommeil de gagner grâce à cet objet? Combien de temps de sommeil de gagner? J'imagine que si ça marche... donc, le test en live est encore en train de discussion. J'ai une collègue qui vient de rentrer de son congé de maternité et va possiblement essayer de voir si en live ça marche vraiment ou pas. Moi, ce que j'ai réussi à obtenir, c'est que en mettant... donc là, j'ai le Raspberry Pi, il a le petit micro. En mettant une vidéo YouTube d'un bébé qui pleure en même temps, ça a marché. Mais bon, c'est pas live. Après, là, je me suis dit, je lance une berceuse parce que juste c'est quelque chose de facile, mais je pense qu'on pourrait s'imaginer quelque chose de plus compliqué comme sur une chaise, la faire comme ça. Mais pourquoi pas? Est-ce que tu peux réexpliquer ce que contient ton Docker à la fin? Parce que je ne suis pas sûr de comprendre comment tu fais pour avoir le modèle entraîné qui est à l'intérieur de ce Dockerfile. Alors, le modèle n'est pas dans le Docker. Le modèle est dans un dossier, là. Et dans le Dockerfile, on lui dit d'aller chercher le modèle à un certain... Du coup, quel framework tu as utilisé en fait? Tu fais de Python, donc c'est scikit-learn, je suppose. Donc tu as sérialisé, donc et à la fin tu as mis dans un... Ouais. D'accord, ok. Donc tu sérialises le modèle entraîné et après tu le lis. C'est ça. Je
Je sauvegarde là dans le Raspberry Pi. Mais voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu avais parlé qu'il y avait certains modèles qui ne sont pas compatibles avec 64 bits. Et du coup, je n'ai pas trop compris. Quelles sont les limitations? Parce que tu peux sérialiser. En fait, j'avais commencé avec un Random Forest. Je l'ai entraîné sur l'ordi. Je l'ai transféré sur Raspberry Pi. Et au moment de la prédiction, là, il me sort 1000 erreurs et tout. Donc, classique, hein. Google, Stack Overflow. Ah, moi aussi, j'ai le même problème. Ça doit être, c'est le système à 32 ou 64 bits. Bon, après, techniquement, je ne sais pas pourquoi, à quoi c'est dû, ou si, entre-temps, ils ont corrigé. Peut-être que ça a changé. Ce qui est étrange, au Docker, justement, l'objectif, c'était de libérer de ces contraintes-là. Donc, si tu as un Docker qui est préparé, a priori, tu charges dedans. De ce que j'ai compris, c'est pas indépendant il n'est pas aussi indépendant jusqu'à ce niveau-là. Là, avec un collègue qui m'a aidé avec Docker, lui, il l'a fait sur un Raspberry Pi 3. Ça marchait chez lui. Après, là, du coup, j'ai téléchargé l'image. Et quand j'ai essayé sur mon Raspberry Pi, il a planté. Il fallait avoir une image exprès pour le Raspberry Pi 2. Mais il y a quand même quelques contraintes. Mais franchement, par rapport à la première fois quand j'ai essayé d'installer tout, il n'y a rien à voir. C'est hyper rapide. Merci. Alors, pourquoi rire? Pourquoi cette label? Est-ce que c'était le rire de bébé ou... Ouais, c'est des rires de bébé parce que c'est assez similaire finalement comme son. Après là, j'ai essayé comme ça. La première fois, j'avais 10 classes. En fait, j'avais beaucoup plus... Les bruits, là, je les ai mis tous ensemble. La première fois, j'avais beaucoup plus de bruit. Et finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt de savoir distinguer entre le chien et le chat. C'est du bruit, tant pis. Donc, ça m'a aidé beaucoup de regrouper les classes. Ouais, je pense que je vais essayer une autre fois, peut-être encore plus simple, juste pleurs de bébé et autre chose. Mais ça me paraît intéressant d'essayer sur le rire. D'accord, donc le choix de label, c'était plutôt à la main, c'était pas par exemple en utilisant du clustering hiérarchique. Non, c'était là vraiment, j'ai pris des choses que je connaissais déjà et j'ai utilisé. Merci. Merci du coup. Puis je merci. Voilà. Génial, on en était là. Super. J'espère que vous avez eu le temps de faire connaissance avec votre voisin, du coup, comme ça vous pourrez lui parler à l'apéro. Donc, du coup, je vais vous parler d'abord de détection d'anomalies et puis ensuite d'un test sur les LSTM auto-encodeurs. Ok, on va essayer de faire vite, comme on a perdu tout ce temps, je suis désolée. Donc, sur la partie détection d'anomalies, en fait, qu'est-ce que c'est une anomalie? C'est quelque chose qui s'écarte de la norme, de la régularité. Et donc, nous, en fait, ce qu'on va chercher à faire dans la détection d'anomalies, c'est finalement définir un modèle normal et essayer de voir ce qui en dévie. Donc, c'est ce qu'on fait en machine learning. Donc, dans ce sens-là, hop. Mais une anomalie, en fait, ça se présente, on va dire, sous différentes formes. Donc, il y a vraiment l'anomalie qu'on peut appeler ponctuelle. Enfin, c'est plus une traduction assez littérale de point anomalies. Si vous avez une meilleure traduction, je suis preneuse. L'idée, en fait, c'est que la valeur en soi va être anormale. Et donc, avec uniquement l'individu, la valeur, on va pouvoir déterminer, par exemple, à partir d'un seuil, que c'est une valeur anormale. Donc, c'est une valeur qui ne peut pas exister. Une anomalie un peu plus intéressante, c'est l'anomalie contextuelle. Donc, c'est-à-dire, c'est pas la valeur en soi qui va être anormale, c'est vraiment son contexte. Donc, l'heure à laquelle ça se passe, le lieu, etc. Donc, ça peut être, par exemple, un pic d'achat nocturne sur un site de e-commerce. C'est pas anormal qu'il y ait des pics d'achat sur un site de e-commerce. Par contre, la nuit, en général, il y en a moins. Enfin, ça dépend des sites de e-commerce, mais bon. Et donc, sur la partie anomalie collective, là, c'est vraiment le type d'anomalie qui est vraiment le plus dur à détecter, parce que c'est pas un individu qui va être considéré comme anormal, c'est vraiment tout un ensemble d'individus, et donc ça peut être alors un ordre inattendu dans une séquence d'événements, et sur notamment le cas de la fraude, justement. Sur le cas de la fraude, par exemple, ça va être des techniques de fraude où on ne pourra pas forcément voir sur un élément
que c'est un comportement frauduleux, mais par contre, en regardant un peu ce qui s'est passé dans le passé, là, on voit que c'est un gang, je sais pas, qui attaque de manière assez systématique. Quels sont les autres cas finalement d'application de la détection d'anomalies? Au-delà de la lutte contre la fraude, on va avoir tout ce qui est détection d'intrusion ou détection de défaillance d'un système. En fait, l'idée, c'est à chaque fois qu'on cherche finalement quelque chose qui sort des clous, la détection d'anomalies, spécifiquement le machine learning, peut aider. Donc, du coup, sur la partie finalement comment on peut détecter ces anomalies, l'idée, c'est... alors, au début, je pensais vous faire vraiment un laïus hyper orienté, supervisé, non supervisé. Je me suis dit que là, l'idée, c'était vraiment... on part finalement des choses qui sont très connaissances métier. Donc, la partie plus règles, finalement, là, c'est vraiment vous qui allez mettre dans le système, à dire, moi, je connais mon métier, je sais que ça et ça, c'est pas normal. Si la variable A égale à temps et la variable B, c'est pas normal, par exemple. L'étape suivante, finalement, quand on veut vraiment utiliser un algorithme de machine learning, ça va être finalement d'injecter cette connaissance métier, mais dans ce qui est feature engineering, donc ce dont Julia parlait au début de ce meetup. Et finalement, une étape suivante, entre guillemets, du machine learning, c'est tout ce qui va être representation learning. Donc, ce qui va plutôt, on entend parler beaucoup de deep learning. L'idée, c'est non pas d'insérer de la connaissance métier directement à partir des features, même si c'est une partie du travail, bien sûr. Mais l'idée, c'est aussi que le modèle va être plus complexe et va permettre de représenter finalement de sortes de features qu'on va dire haut niveau à partir des features bas niveau. Donc c'est vraiment le modèle qui porte la représentation complexe. Alors, du coup, donc, sur les règles, méthode de seuillage, quantile, je pense que vous connaissez. Là, on va avoir plutôt ce qui est moteur d'inférence de règles. Sur la partie feature engineering, je vous en parlais juste à l'instant, il y a la partie supervisée et non supervisée. Sur la partie supervisée, finalement, en fait, on se ramène à un cas hyper classique de classification. Et c'est pour ça que c'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que alors, la cible est souvent plus rare, donc on peut la multiplier, etc. Mais globalement, en fait, si vous faites du Kaggle, par exemple, ça va être la même chose. Détecter une anomalie ou détecter une classe particulière, c'est la même chose. OK. Donc, du coup, quelles sont les limites finalement de cet apprentissage supervisé et pourquoi il ne suffit pas à détecter les anomalies? En fait, c'est assez inhérent au cas, à ce qu'on cherche à faire. Donc, parce que souvent, une anomalie par nature, c'est un cas il y a des cas extrêmement rares en fait. Par exemple, parfois vous avez juste une fraude pour 10 000 dossiers, voire 100 000, voire 1 million. Alors on peut se dire, tant mieux, ils n'ont pas beaucoup de fraude, mais en même temps, ça leur coûte beaucoup. Donc c'est pour ça qu'ils cherchent à les détecter. Il y a un autre cas qui empêche carrément d'utiliser l'apprentissage supervisé, c'est quand on n'a pas de cas avéré. Ils disent, ouais, on sait qu'on a de la fraude, mais on ne sait pas trop où c'est. Et puis, quelque chose auquel on pense souvent, sur la partie détection d'anomalies, c'est que parfois, quand on a tagué des anomalies, en fait, si on les tag à la main, on ne va pas réussir à avoir un tagage, on va dire, exhaustif. Donc, une labellisation exhaustive. Donc, c'est-à-dire qu'on a du bruit dans notre signal. Donc, ça veut dire que notre modèle va être moins performant. Et surtout, ça veut dire qu'on ne va pas réussir à détecter de nouveaux cas de fraude ou de nouvelles anomalies selon ce qu'on cherche à faire. Donc ça, c'est pas bien. Du coup, on est hyper content d'aller vers l'apprentissage non supervisé. L'idée, là, c'est plus, donc, comme ce que je vous disais au tout début, détecter les contours d'un modèle normal et finalement utiliser un modèle qui va vraiment définir ce modèle normal. Et ensuite, on a juste à choisir finalement ce qui est en dehors. Et pour ça, les features sont également primordiales. Donc finalement, on ne s'est pas trop débarrassé de cette contrainte finalement du feature engineering qui est assez lourd. Pourquoi cette étape, elle est nécessaire, c'est sûr, le feature engineering. Mais par contre, l'idée, c'est qu'on n'a pas envie d'en être trop dépendant, notamment parce que parfois le contexte il est vraiment très complexe. Donc, on va pouvoir définir certaines features, par exemple sur une fenêtre temporelle, mais globalement,
on va pas avoir la souplesse que d'un modèle complexe. Finalement, on va dire, voilà, je vais faire mon agrégation sur 5 secondes, sur 10 secondes, sur 20 secondes. Mais on est obligé de choisir finalement nous-mêmes cette fenêtre temporelle ou de la régler. Ça reste assez statique. Et finalement, on a envie de passer à l'étape d'après et de laisser un peu plus ce poids du feature engineering au modèle. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? L'idée, c'est d'aller un peu plus vers tout ce qui est réseau de neurones profonds. Et donc là, je vous ai mis, parce qu'il le dit bien mieux que moi, une citation donc, de Benjo, qui vous dit en fait que l'idée du deep learning, c'est finalement apprendre à partir des features ce que vous avez créé, apprendre des features donc, au niveau que vous ne pouvez pas forcément mettre vous dans votre modèle, mais qui vont être apprises à partir de vos features. Donc, alors du coup, l'idée de... Ça, c'était vraiment la partie introduction pour que tout le monde... qu'on comprenne bien ce qu'on fait là. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire un test sur une série temporelle et de tester finalement un type de modèle qui sont les LSTM auto-encodeurs. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un auto-encodeur assez rapidement, ce que c'est un LSTM et les petits tests que j'ai faits. Et si jamais vous avez si jamais vous avez des questions, je suis vraiment preneuse parce que l'idée c'est que c'est vraiment une démarche qui est à son début et sur lequel il y a plein de questions et plein de choses intéressantes à faire. Alors, sur la partie auto-encodeur, l'idée, c'est que c'est vraiment de l'apprentissage non supervisé. Alors, l'idée, c'est qu'on a 2 réseaux de neurones qui sont symétriques et en fait, la sortie qu'on apprend, c'est l'entrée. Donc, on cherche finalement à reproduire notre signal. Ici, vous avez ce qu'on appelle la couche de compression. Donc, finalement, on compresse notre signal, on le décompresse et à la fin, on est censé avoir la même chose qu'au début. Donc ça sert pour plusieurs choses. Pour la réduction de dimension, si on utilise uniquement cette couche-là. Ça sert aussi à débruiter des données, par exemple, je sais pas, pour du bruit ou des choses comme ça, un signal sonore. Et ça sert notamment pour la détection d'anomalies. Donc, comment est-ce que ça s'utilise pour la détection d'anomalies ? On va donc finalement entraîner à partir de nos propres données. Et l'idée, c'est de comparer en fait entre le signal original, donc celui qu'on a fait rentrer dans l'auto-encodeur, et le signal qui est reproduit par l'auto-encodeur, donc celui qui sort du modèle. Et à partir de ça, cette comparaison entre les 2 signaux, ça nous donne l'erreur de reconstruction. Et après, par exemple, alors là, quand vous avez ça, par exemple, vous pouvez être content. Donc ça, c'est issu des petits tests que j'ai faits. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, il y a une grande partie de mon signal qui est bien reproduit. Et tout le reste, en fait, il y a quand même une erreur de reconstruction qui est assez forte. Mais il y a peu d'éléments qui sont avec une erreur de reconstruction forte. Alors du coup, explication sur les réseaux de neurones récurrents pour qu'on assemble bien tout ça ensemble. L'idée derrière ça, c'est donc en fait un des problèmes des réseaux de neurones, c'est que l'information finalement des exemplaires précédents, donc des données précédentes, ne circule pas bien au sein du réseau de neurones. Donc en fait, c'est grâce un peu à cette boucle-là. Cette boucle-là, ça fait que l'information, elle peut rester. Et du coup, l'idée, c'est de les enchaîner comme ça. Donc, ça, en fait, c'est utile pour modéliser les séries temporelles. Il y a juste un problème avec ces réseaux de neurones récurrents. C'est que donc ils ont le problème de mémoire. Enfin, ils sont capables de mémoire court terme. Donc, finalement, entre là et là, ça va bien passer. Par contre, sur le long terme, ça passe moins bien pour certaines raisons de descente de gradient notamment. Les LSTM, on y vient du coup. Pour les LSTM, en fait, le seul truc, je pense, à retenir vraiment du LSTM par rapport au réseau de neurones récurrents, c'est sur 3 aspects en fait. Sur cette ligne-là, qui permet finalement à l'information de circuler, mais sans être finalement dégradée par de nombreux passages par la fonction sigmoïde. Donc là, vous avez vraiment juste des opérations hyper simples, multiplication, addition. Et là, en fait, vous avez toute la partie qui est d'oublier ce qu'on appelle la forget gate. C'est la possibilité d'oublier en fait ce qui s'est passé avant. Donc pourquoi est-ce qu'on doit oublier ? Parce que, par exemple,
quand on entraîne un modèle sur une série temporelle, on n'a pas forcément besoin des informations de ce qui s'est passé il y a 10 ans, ou il y a 10 pages par exemple, et une partie pour vraiment ajouter de l'information. Donc, comment est-ce qu'on assemble tout ça? L'idée en fait du LSTM auto-encodeur, c'est du coup d'avoir un LSTM qui soit en guise d'encodeur et un LSTM qui soit en guise de décodeur. Donc en fait, si on revient là sur cette partie-là, en fait, vous oubliez cette partie de réduction de dimension finalement, vous mettez un LSTM là et un LSTM là. Les cas d'usage fréquents, en fait, c'est pas très fréquent, c'est cette utilisation-là. Par contre, là où c'est utilisé, c'est beaucoup dans le traitement du langage. Par exemple, la représentation de dialecte, le cas que j'ai trouvé dans le traitement du langage, et surtout dans la détection d'anomalies dans les séries temporelles. Alors donc, comment est-ce que ça s'entraîne? Tout à l'heure, je vous disais donc, que l'idée, c'est d'avoir finalement que finalement l'information circule depuis les événements précédents jusqu'à l'événement courant. Donc tout ça, en fait, ça c'est quelque chose qui est assez spécifique à certaines librairies. C'est pas, par nature en fait, un LSTM, du coup, vous l'aurez compris, c'est plutôt stateful. Stateful, ça veut dire que du coup, il y a une mémoire entre les différents batchs. Et donc finalement, chaque batch va avoir la mémoire des batchs précédents. Alors que quand on est stateless, en fait, il y a une mémoire au sein d'un batch, mais pas entre batchs. Bon, c'est de précision. Du coup, nos LSTM, en fait, pour la prédiction, la majorité des cas qu'on peut trouver en fait sur les LSTM, ça va surtout être pour la prédiction, assez peu pour la détection d'anomalies. Si vous cherchez des codes, en fait, pour se familiariser avec les LSTM, c'est beaucoup plus facile de le faire sur la prédiction. Et donc, en fait, en général, c'est un morceau de série temporelle et on cherche à prédire l'élément suivant. Sur la détection d'anomalies, en fait, on peut soit se dire j'ai un morceau de série temporelle, j'apprends ce même morceau, ou alors j'ai un élément de la série et j'apprends cet élément. Les paramètres classiques en fait, de ce modèle, ça va être le nombre de blocs finalement qu'on met dans ce LSTM. Donc le nombre de memory blocks, si vous voyez, donc si on considère que ça c'est un bloc, la taille du batch, assez classique aussi dans les réseaux de neurones, et un paramètre plus spécifique, ça va être la fenêtre temporelle si jamais on l'entraîne en mode stateless, par exemple. La librairie que j'ai utilisée pour faire mes tests s'appelle Keras. C'est une librairie sur couche à TensorFlow. Et en fait, ce qui est assez pratique, c'est que ça permet de définir assez simplement son réseau de neurones. Et il y a beaucoup de choses qui sont déjà implémentées là-dedans. Ça se fait assez simplement. Vous voyez, en quelques lignes de code, en fait, on peut tester son LSTM. Du coup, là, vous voyez la partie vraiment encodeur, la partie décodeur. Et donc, sur toute cette partie-là, en fait, jusqu'ici, c'est vraiment la définition de l'architecture du réseau de neurones. Après, on va compiler ça et hop, vous pouvez directement faire votre feed dessus. Donc, quel cas de test j'ai utilisé pour tester tout ça? L'idée, c'était de le tester une fois en univarié et une autre fois en multivarié pour voir un petit peu ce qui était possible de faire entre ces différents cas. Je pense que je vais juste vous présenter le multivarié parce que je ne sais pas trop si on a le temps ou pas. Le cas multivarié, en fait, j'ai utilisé un jeu qui s'appelle KTD99, qui est assez connu dans la détection d'anomalies, sauf qu'il n'est pas... en fait, il est souvent critiqué dans les papiers qu'il utilise, parce qu'il est très mal équilibré. Du coup, l'idée pour l'utiliser, c'est d'enlever une partie des attaques. En fait, KTD99, c'est un jeu de détection, qui sert à la détection d'intrusion. Donc, en fait, il y a plein de features en fait sur des paquets qui sont enregistrés. Et du coup, il y a des features sur ça et on cherche finalement à déterminer s'ils sont issus d'une attaque ou pas. Donc, ce jeu finalement,
j'en ai... j'ai enlevé les attaques DOS qui finalement enlèvent cette hypothèse du coup qu'on est dans un cas finalement avec une cible qui est rare, enfin, très rare même. Donc du coup on le truc comme ça. Alors l'autre chose finalement qui est un peu délicate avec KDE 99, c'est le fait qu'il y a beaucoup de feature engineering. Donc finalement, le fait que ce soit une série temporelle qui n'est pas pure finalement, on n'a pas directement les événements. Du coup, c'est vrai que au final, je vous ai dit tout à l'heure que l'idée c'était de s'abstraire du feature engineering. Là, on en a quand même déjà pas mal. Donc, bon. Les résultats que je vous montre là, ils sont purement, c'est vraiment en mode premier test avec une architecture assez simple. Et du coup, l'idée c'est de se comparer vraiment avec cette baseline. Cette baseline a finalement ce qui est possible de comparer, donc la méthode gagnante. L'idée c'est que c'est assez prometteur. Je pense qu'il y a beaucoup de tests à faire sur peut-être des jeux de données différents. Mais par contre, on a quelque chose qui est qui est possible de mettre en place assez rapidement, et ça, c'est assez agréable. Donc, en conclusion. Du coup, l'idée, c'est... je pense que je suis partie sur des jeux de données assez peu adaptés, finalement, pour mes tests. Mais par contre, beaucoup d'enseignements tirés sur les LSTM auto-encodeurs, sur la manière dont on les entraîne, donc par morceau ou par événement. Beaucoup de facilité à utiliser Keras. Donc, si jamais vous devez mettre en place des tests sur les réseaux de neurones, je vous le conseille. Et une autre chose, c'est des modèles qui sont vraiment prometteurs pour les séries temporelles. Alors, pour la suite, du coup, l'idée, c'est de l'utiliser sur des vrais jeux de données qui, pour le coup, seront beaucoup plus adaptés, qui normalement arriveront cet été. Donc, du coup, un sujet qui est plus sur la détection d'intrusion. Notamment tout ce qui va être détection d'APT, Advanced Persistent Threat, qui sont un peu des attaques qui se font sous l'eau, et donc c'est pas comme une attaque DOS par exemple qui va arriver tout d'un coup. C'est vraiment quelque chose, un malware entre guillemets qui va rester silencieux et attaquer sur le long terme. Autre chose à tester finalement, c'est la possibilité finalement avec ces modèles-là d'utiliser le online learning. Donc finalement, quand on a des séries temporelles de grand volume, c'est vraiment possible de le faire avec ces modèles-là, et du coup, ça peut être vraiment intéressant de tester les performances dans ce cadre-là. Et voilà. Merci pour votre attention. Désolée si c'était un peu confus. J'ai un peu accéléré le rythme de la présentation. Je suis vraiment désolée si c'était confus du coup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Merci. Tu as parlé au début du fait que un apprentissage classique, on va dire, sans un réseau de neurones compliqué, etc., on devait faire des choix qui avaient un impact fort, le choix de la taille de la fenêtre temporelle, des choses comme ça. Et du coup, tu dis, bon, finalement, on décide de laisser cette liberté-là au modèle de réseau de neurones. Sur la partie réseau, fenêtre temporelle, oui. Mais finalement, quand on crée un réseau de neurones, on choisit une architecture, on décide combien on met de neurones à l'intérieur, combien il y a de couches, quelle est sa structure. Est-ce qu'on ne pourrait pas comparer un peu quand même ce choix arbitraire au choix arbitraire qu'on fait dans les modèles plus classiques, quoi ? Ouais, je pense que c'est le point finalement négatif, sauf que je pense que sur la partie LSTM auto-encodeur, il y a assez peu de paramètres finalement. Je pense que le seul paramètre qu'on a vraiment à décider finalement, c'est le nombre le nombre vraiment de memory blocks. Et au final, le côté vraiment fenêtre temporelle, ça, il va s'apprendre vraiment dans les poids. Et du coup, on est quand même débarrassé entre guillemets de ce côté-là. Donc, il pourrait y avoir plusieurs fenêtres temporelles, par exemple, qui seraient apprises, des choses un peu plus souples en fait que ce qu'on peut faire nous avec nos features. D'un point de vue. D'autres questions ? Ouais.
Alors, pour la notion de fenêtre, en fait, d'apprentissage, ça se joue plus sur le nombre de... Par exemple, si on voulait traiter quelque chose sur plusieurs années, donc sur une grande période de temps, ça serait quelque chose qu'on jouerait sur le nombre de couches ou sur la capacité à oublier. En fait, ça dépend de si ton problème, tu as vraiment besoin d'avoir des choses. Par exemple, est-ce que les événements d'il y a un an peuvent être intéressants? Par exemple, quand on parle de lutte contre la fraude, je pense qu'il y a des phénomènes de saisonnalité qu'il est important de capter sur des fenêtres temporelles assez longues. Par contre, quand tu lis un livre, là, pour le coup, ce qui s'est passé, la phrase finalement d'il y a 10 pages, elle va pas t'aider à prédire le genre de la personne, par exemple. Du coup, je pense que l'idée, c'est que ce paramètre-là, il est à la fois sur ton nombre de memory blocks. Ton nombre de memory blocks, en fait, dépend pas mal de ton problème. Donc, il faut l'optimiser en fonction de ton problème. Merci beaucoup. Du coup, merci à tous d'être venus. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un buffet qui vous attend grâce à Aircom. Si vous sortez sur la gauche, quelqu'un vous montrera. C'est juste dans la salle juste derrière. Donc, pour en profiter et puis échanger autour de tout ce que vous avez vu ce soir. Voilà. Merci beaucoup.